Bonjour et bien merci d'être venu pour cette troisième séquence donc des conférences de Fleurs du Futur. Donc aujourd'hui, une conférence centrée sur le thème de l'innovation et de comment faire de l'innovation aujourd'hui, quelles nouvelles méthodes, quelles nouvelles approches. Et donc avec deux personnes, Stéphane Distinguin donc, qui est là, et Thomas Landrin donc, qui est là, donc de Faber Novel et de La Paillasse. Donc ils vont vous présenter leurs deux démarches qui ont, je pense, quelques points communs, mais aussi des originalités particulières. Ils ont été tous les deux très très novateurs, et toujours d'ailleurs. Et voilà. Et juste en commençant, donc je vais vous présenter deux projets qui nous ont, enfin que vous avez peut-être déjà vus pour ceux qui ont été aux premières séquences, qui nous ont réunis. C'est là où on s'est rencontrés en fait sur ces deux projets de réinventer Paris. Et donc c'est ça qui fait le lien entre eux et nous en fait. Donc le premier projet c'était Régénération, donc un projet situé devant le futur tribunal d'instance de Paris. Et c'était un projet basé sur la thème de la régénération et les cycles et comment on fait revivre un lieu à partir des énergies de ce lieu. Et il n'y a pas une flèche là ? Ah oui, voilà. Et à partir des énergies de ce lieu. Donc, la première chose, c'est que ça fonctionnait un peu comme un arbre. Un arbre, il a des racines qui puisent dans le sol, dans le lieu. Après, il y a un bâtiment et après, il y a du feuillage au-dessus. Donc, c'était un peu simple comme modèle, mais bon, ça valait ce que ça valait. Donc c'était basé sur les énergies humaines de tout ce qu'il y avait autour, qu'on allait rassembler ici dans le bâtiment, dans un tiers-lieu qui faisait tout le rez-de-chaussée et le niveau bas du bâtiment, et qui allait permettre de fédérer les énergies actuelles, mais aussi les énergies futures des gens qui venaient ou qui avaient affaire au tribunal d'instance. Et après, au-delà de ça, on avait développé toute une réflexion sur le cycle de vie, le cycle du carbone, le cycle de l'eau. La régénération, c'est aussi c'est à la fois la régénération sociale et l'inventivité des habitants et des gens qui sont dans le lieu, mais c'est aussi la régénération de tout ce qui émane et de tout ce qui fait le bâtiment. Et donc on avait, un de nos thèmes de travail, c'est effectivement les microalgues, on avait travaillé sur cette notion de cycle. Et donc on travaillait sur le cycle de l'eau pour créer des alimentations avec des microalgues. On avait des serres aussi de culture. Et tout ça pouvait à la fin arriver dans l'assiette dans les restaurants en bas. Et après on récoltait. Et donc voilà, ça faisait un cycle fermé. Il y avait même, donc c'est ce qu'on voit là, il y avait même une expérience sur les toilettes du futur qui permettent de faire de l'engrais. Donc c'était une première, mais bon, malgré tout ça, on n'a pas gagné ce projet, qui était celui-là et qui permettait de donner une bonne vitrine sur les microalgues, notamment, mais aussi sur la nouvelle énergie des habitants. Et donc le deuxième projet, donc ce précédent projet avait été fait avec Faber Novel. Le deuxième projet, c'est In Vivo. Je vous en ai un peu parlé la fois d'avant. Celui-là a été gagné avec les mêmes principes de. Donc on a fait à la fois avec Faber Novel et avec La Paillasse. Donc ils sont tous les deux réunis sur ce projet. Donc avec les mêmes principes que dans l'autre projet. D'ailleurs, on va tirer parti des énergies du quartier. Alors attendez, des énergies du quartier. C'est un quartier où il y a plein d'universités. Il y a des habitants, mais aussi énormément d'universités et d'écoles d'architecture. Donc on s'est dit, en fait, les énergies fortes ici, c'est ça, ces habitants, ces chercheurs, ces étudiants. Et on va faire un projet qui les représente et qui les fasse participer et où ils vont pouvoir s'exprimer, exprimer leur créativité et peut-être inventer différemment avec les nouvelles méthodes boostées par La Paillasse. Et donc dans ce projet-là, en fait, c'est un démonstrateur de 3 façons de faire du vivant dans la ville. Vous avez à gauche une maison treehouse qui est une maison pour cultiver des arbres avec des balcons qui permettent
qui permet de façon d'intégrer de la terre à l'intérieur. Plant House, qui est une maison pour cultiver des légumes. Algo House, une maison pour cultiver des algues. Encore des micro-algues, évidemment. C'est quand même notre innovation majeure, donc c'était important de pouvoir le montrer. Et puis, il y a Lombric House, qui est la maison des lombrics, qui permet de recycler en fait tous les déchets des habitants pour faire de l'engrais qui va être mis dans les façades. Et donc très important les lombrics. Et surtout la Biohacker House, la maison des hackers du vivant, donc qui est animée notamment par la paillasse, qui va nous raconter ce qu'il va faire. Voilà, ça donnait ce projet-là, donc avec 3 maisons différentes, 3 petites tours différentes. Celle du milieu est faite par Mu Architecte et les 2 autres par XU. Et au-delà de ça, comme il fallait travailler avec les énergies du quartier, on souhaitait travailler avec les énergies du quartier, c'est un peu ça en fait. Ce que vous avez apporté tous, c'est un savoir-faire tous les deux, un savoir-faire sur comment fédérer les énergies, comment créer des liens qui vont devenir créatifs et faire avancer les choses différemment. Et donc voilà, on a fait un programme de recherche qui relie toutes les universités qui étaient autour. Donc l'université Paris Diderot, évidemment, qui est sur le site. L'université de Nantes qui était notre partenaire, et puis aussi Paris 5 et Paris 7 et Paris 6 sur un thème qui est celui de la médecine, puisqu'on travaille sur les microalgues. Et donc sur ce thème-là, on aura fait un programme sur l'utilisation médicale des microalgues. Et on a mis en relation toutes ces universités. Il y a aussi celle de Varsovie, qui avait des moyens de recherche particuliers, qui est partenaire de Paris 7. Donc, toutes ces universités, ça permet de relier ensemble à la fois des chimistes, des biologistes, des pharmaciens et des médecins sur un programme unique qui va tirer parti des microalgues qu'on va cultiver sur ce bâtiment. Et au-delà de ça, ça pourra aussi avoir des débouchés et peut-être d'autres expérimentations avec ce que va faire la paillasse dans les 1000 mètres carrés de Biohacker House. Au-delà toujours de ce projet, c'est aussi un écosystème de mise en relation entre les habitants et les chercheurs. Il n'y a pas que les chercheurs. Donc on a fédéré tout un ensemble d'associations, Mon Petit Voisinage, le collectif Babylone, AlgoSource qui est fermier des microalgues, le centre Michel Serres qui va travailler sur la méthodologie d'échange avec le quartier et les universités, et puis bien sûr la paillasse. Donc voilà, le cœur de cet écosystème, c'est la Biohacker House, dont on va pouvoir parler après. Donc, il va à la fois travailler sur les échanges avec le quartier, sur de la créativité avec les chercheurs, et bon, il va nous en dire plus. Et aussi, peut-être tirer parti, on espère, de ce qui va être produit dans l'ensemble, dans la façade à microalgues. Voilà, et avec tout ça, on espère faire une vitrine de Paris, une vitrine de l'innovation et de la recherche à Paris, et qu'on pourra peut-être vendre après en Chine. Et voilà, et maintenant je laisse la parole à Stéphane, qui va nous raconter. Bonsoir, merci Anouk. Donc je suis Stéphane Distrien, je suis entrepreneur dans le domaine du numérique. Donc mon activité elle est double, c'est celle d'accompagner de très grandes entreprises dans le sujet de leur transformation à l'ère numérique, à l'ère de l'économie en réseau, et puis celle de créer des startups assez régulièrement, ce qui est un mode, j'allais dire, classique de développement et de création d'un projet. Donc là on voit des projets qui sont des projets d'infrastructures, d'immeubles. Ce qu'on fait et ce qu'on espère faire depuis maintenant 12 ans bien chez Faber Novel, c'est de l'architecture à un autre niveau, du design, de la conception sur différentes dimensions, mais qui intègre aussi le modèle économique. Donc c'est à part entière la création d'entreprises comme Digitic, qui
créé par Fabien Navel en 2004 et racheté depuis par Vivendi, et plus récemment est dans un domaine qui est plus proche en fait de celui d'immobilier, en particulier l'immobilier tertiaire. Bureau à partager, qui est peut-être en Europe la première plateforme en fait de partage de bureaux entre entreprises, mais aussi qui permet à des foncières ou des propriétaires d'espace, en tout cas, en fait, de les optimiser, de les proposer et d'envisager de nouvelles pratiques. Ça sera un petit peu le fil rouge de mon exposé sans slide, mais je serai là ensuite pour répondre à vos questions. Je suis aussi président d'un pôle de compétitivité qui s'appelle Cap Digital et qui réunit à peu près un peu plus de 1000 organisations et qui a la particularité d'être sur un territoire, là encore je vais revenir dans un instant, la région Île-de-France, et de réunir une variété d'acteurs qui est celle des startups, des entreprises qui ont déjà un peu plus grandi, qui sont déjà des PME, même si j'aime pas trop cette qualification-là. C'est pour ça que aussi on est beaucoup à parler autant de startups, c'est parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus enthousiasmant dans ces petites organisations qui réussissent à grandir assez vite, plutôt dans le côté poney d'une PME qui est un organisme petit et moyen et dont on n'imagine pas qu'il puisse continuer à grandir longtemps. Donc, et des très grandes organisations, des laboratoires de recherche publics, privés, l'INRIA, le CNRS, beaucoup d'universités et d'académiques, donc un peu plus de 1000 membres. Justement, ce que moi déjà je voudrais partager avec vous, j'ai 2-3 sujets. Le premier, c'est le principe du territoire. Et vous dire qu'en tant qu'entrepreneur dans le domaine du numérique, sur Internet, on pourrait imaginer en fait que notre bataille, notre combat, notre marotte, c'est de chercher à tout dématérialiser, tout de faire en sorte que en fait, les échanges physiques, les déplacements n'existent plus, parce qu'on peut assez facilement communiquer autrement, favoriser aussi des échanges et parfois la représentation de beaux projets comme celui-ci en utilisant le numérique. Moi, je crois vraiment, mais éperdument, que le territoire, c'est peut-être la seule chose qui résiste encore, et à mon avis pour toujours, au numérique. Le premier exemple, c'est la Silicon Valley, dont vous avez tous entendu parler, et dont on a un peu tendance à se rebattre les oreilles dès qu'on parle d'innovation et de numérique. Mais c'est quand même tout à fait surprenant d'imaginer que justement des entreprises qui pourraient être à peu près n'importe où et qui pourraient échanger avec leurs utilisateurs, avec leurs partenaires, sans avoir cette unité de lieu, décident d'être comme ça dans quelques kilomètres carrés au même endroit, et que cette force, cette puissance en fait, quasiment tellurique, si on pense à la faille de San Andreas, qui est sur le lieu, est quelque chose à mon avis qui les rend si forts et qui leur permet justement de se rencontrer, de se voir. Dans les grandes lois du numérique, on parle souvent de la loi de Moore, qui est la puissance de calcul, pour faire simple. En gros, à peu près tous les 18 mois, vous permettez, vous assistez plus exactement au doublement de la puissance de calcul, ou ça peut être aussi une façon de voir les choses, c'est aussi 2 fois plus petit. C'est ce qui permet de voir que sur les 40 dernières années, des ordinateurs qui étaient très gros et très puissants ont été remplacés par des choses incroyables qu'on a dans les poches aujourd'hui ou dans la main. D'autres phrases aussi qui évidemment doit inspirer les architectes, les gens qui s'intéressent aux espaces, c'est de voir à quel point, toujours sur cette loi de Moore, on se retrouve aujourd'hui avec... il y a la génération on n'est pas tous de la même génération ici, mais on va dire la mienne, celle de nos grands-parents était capable de compter sans doute à peine, de voir apparaître les premiers moteurs électriques chez eux. Et donc la génération de nos parents, je pense, était en capacité de dire j'en ai quelques-uns chez moi, de dire qu'aujourd'hui on peut le faire avec des processeurs, en se disant combien est-ce que j'ai de processeurs chez moi, combien j'ai un ordinateur, j'ai une tablette, j'ai un smartphone. Je pense que la génération qui sera la génération de nos enfants, enfin des miens, pourra plus se poser cette question à peu près comme pour moi, mais on peut plus se poser la question de savoir combien on a de moteurs électriques aujourd'hui à la maison. Ça, c'est la première. La deuxième, je reviens sur le territoire, c'est une loi qui est un peu... je ne sais pas si c'est tout à fait tarte à la crème, parce que vous allez voir, c'est assez sérieux en fait quand on y pense. Mais c'est le principe, ou le point Godwin, ou la loi de Godwin. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est ce qui dit que, en gros, quand un échange s'éternise sur Internet, sur les forums, au bout d'un certain temps, l'un des participants finit par toujours dire à l'autre qu'il est néo-nazi, fasciste. On arrive toujours, et c'est la probabilité que ça finisse comme ça, tend vers 1. C'est un grand classique d'Internet. Vous avez vu, ou si vous avez tous pratiqué
les emails dans le milieu professionnel. Au bout de 2-3 emails, en général, on finit toujours par s'engueuler. C'est un grand classique. C'est une façon de dire que, en fait, tous ces échanges et toutes ces choses qu'on pourrait imaginer, dématérialiser, transformer, je pense qu'on a encore besoin d'espace et d'accompagner, en fait, du coup, c'était le projet, la réinvention de ces espaces. Ça, c'est la partie territoire. La partie territoire et des espaces, elle se réinvente à différentes échelles avec le numérique. Alors, on pourrait parler d'Airbnb, que vous connaissez tous. Je vous ai parlé de bureaux à partager, qu'on connaît bien. Mais évidemment, les sujets en fait, qui sont les sujets de fluidification en fait, de l'usage, du partage de ces espaces. Dans Réinventer Paris, il y avait d'ailleurs beaucoup de projets très intéressants sur comment est-ce qu'on réussit à faire des habitats qui sont réduits à leurs fonctions les plus centrales et qui permettent ensuite de partager les fonctions qui sont peut-être un petit peu moins quotidiennes dans leur utilisation, et pourquoi pas aussi aller un cran plus loin. Je vous parlais tout à l'heure en fait de cette perception que j'ai de l'entrepreneuriat, qui est celle d'ajouter un modèle économique à du design qui est du design de services et de produits précédemment, et donc on ajoute cette dimension de modèle économique. Je pense aussi que dans ces modèles et grâce au numérique, sur ces espaces, on pourra envisager des modèles d'accès à la propriété qui sont aussi différents. C'est-à-dire qu'on pourra éventuellement être propriétaire d'une partie, et ça c'est un enjeu, une tension qui est très très forte, surtout sur les plus jeunes générations qui ont une difficulté d'accès à la propriété. Donc le numérique pourra aussi permettre cet accès-là. Donc il arrive, on va dire, dans l'enrichissement en fait de l'expérience et des usages qu'on peut avoir dans l'espace, et il aura un impact in fine aussi dans notre capacité à les utiliser, donc à pouvoir les acheter ou les louer, c'est selon. L'autre point que j'espère qu'on a pu apporter à ces différents projets, et moi une de mes convictions fortes sur le domaine du numérique et de ses interactions, pas uniquement avec la ville, c'est aussi les entreprises qu'on peut représenter, ces fameuses startups, développent de nouvelles méthodes de travail, et la collaboration avec des architectes en particulier, mais aussi avec d'autres métiers, avec d'autres fonctions, à mon avis, quelque chose de très heureux, de très puissant, parce qu'on peut échanger sur les méthodes. Alors, bon, c'est à dire que tout ce qui est PAO, CAO, c'est des choses que vous pratiquez mieux que quiconque et depuis longtemps, mais toutes les méthodologies qui sont liées, ce qu'on appelle les méthodologies de Lean Startup, comment est-ce qu'on peut faire du prototype très rapidement, comment est-ce qu'on peut très facilement proposer ce qu'on appelle un MVP, donc qui est ou en français un prétotype, quelque chose qui permet assez rapidement de pouvoir se faire une idée de l'expérience, de l'utilisation, d'apprendre au contact de l'utilisateur, et quelque chose que les startups ont. C'est comme ça qu'elles se créent et qu'elles se développent, et je pense que c'est des méthodes et une façon de développer un projet qui se répand aujourd'hui dans la plupart des projets. Je pense aussi que les usages et la pratique des espaces, donc les espaces de réunion, c'est pas pour rien que les grandes entreprises de l'ère numérique, les fameux Google, Apple, Facebook, Amazon, sont aussi fameux pour leurs projets de locaux, leur Plex, Googleplex, le Loop d'Apple et les locaux d'Amazon à Seattle, parce qu'effectivement, il les vivent, il les pratiquent de façon peut-être un petit peu plus moderne. C'est pas le mot, mais cherche à en tirer quelque chose qui est une pratique, à mon avis, qui n'est pas celle de n'importe quelle entreprise aujourd'hui. Et que donc, être au contact de ces entreprises, c'est aussi d'être en avance de phase sur tous les usages. C'est comme ça, par exemple, si je reprends mon petit exemple de bureau à partager, le partage de bureaux, le fait d'être c'est quelque chose qu'on fait nativement en fait dans ces toutes petites entreprises, parce qu'on n'a pas les moyens d'entrer dans un bail 369, qui est vraiment une hérésie à mon avis aujourd'hui, parce que quelle entreprise peut être capable de se projeter à 3 ans alors que les meilleurs auront peut-être décuplé en termes de taille, et que sinon, si on se rappelle les statistiques en fait de mortalité des entreprises dans leurs premières années, la plupart seront mortes. Donc je veux dire que c'est totalement impossible de se projeter dans ces modèles de contrat et d'utilisation des espaces. Donc c'est les petits comme ça qu'on réussit à commencer à partager, et que quand on regarde in fine, en fait, ça intéresse aussi les très grands, ces pratiques. Et donc moi je crois sincèrement que
le fait de travailler au contact de ces entreprises, de ces acteurs, c'est aussi une façon d'anticiper les usages et les pratiques de ces espaces. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le sujet du numérique? Je pense enfin, et puisque Anouk a parlé de Paris et qu'évidemment on s'est rencontrés à l'occasion de réinventer Paris, je pense aussi qu'on a la chance rare pour aussi avoir des activités ailleurs qu'à Paris, ailleurs qu'en France, d'avoir une génération d'entreprises dans le domaine du numérique, certainement aussi des agences d'architecture, des lieux comme la Paillasse, parce que tout à l'heure je suis passé un peu vite d'un modèle à un autre en vous disant qu'on partageait, mais il y a des espaces qui sont des espaces extrêmement importants. Moi, j'ai eu la chance de créer un lieu à Paris qui s'appelait La Cantine. C'était en 2008, c'était donc il y a déjà quelques temps, qui était peut-être le premier coworking en Europe. Qui se vivaient comme tel, des espaces partagés, ça faisait un moment qu'ils existaient, mais c'était une façon différente de l'ouvrir, de l'expliquer, de le présenter. Et c'est des espaces qui sont extrêmement importants. Donc il y a donc des acteurs comme la Paillasse, avec qui je vais passer la parole dans un instant, mais qui, je crois sincèrement qu'on a la chance d'avoir un moment, une des communautés en fait d'acteurs qui se parlent peut-être pas suffisamment. Donc c'est aussi moi un des avantages et des intérêts que j'ai vu à ce projet de réinventer Paris, c'est que effectivement ça nous a permis de nous brasser, de nous mélanger, de nous retrouver sur des projets, ce qui n'est pas toujours une évidence parce qu'on est un peu tous dans nos métiers, dans nos communautés. C'est peut-être aussi un reproche qu'on peut faire à Paris, sincèrement, qui a justement tous ces avantages, toutes ces différentes ces qualités d'acteurs, mais qui les brasse, qui les remue peut-être pas suffisamment par rapport à d'autres écosystèmes. Donc, en tout cas, pour revenir à mon sujet et ma communauté à moi, donc celle des acteurs du numérique, je vois, je perçois, et j'espère que Thomas sera d'accord, en fait, un niveau qui n'a fait qu'augmenter. Mais je suis assez d'ailleurs surpris de voir à quel point ça va vite, à quel point on voit aujourd'hui une génération de jeunes entrepreneurs. Je vois qu'il y a une caméra là-haut. J'assume de dire que parfois c'est peut-être un peu trop parce que on parle trop des startups, il y a trop d'entrepreneuriat, il y a peut-être des choses qui sont un peu agaçantes pour certaines personnes qui sont dans la salle ici. Je peux l'entendre, mais je trouve qu'il y a une nouvelle culture populaire de cet entrepreneuriat. Quand on est amené à intervenir, pas forcément comme ici ce soir, mais dans des écoles, et qu'on demande combien de jeunes ont envie de créer un projet, de le porter. Aujourd'hui, c'est une majorité des personnes. Je trouve que c'est aussi, et ça me semble être, quand on pense à la ville de demain, peut-être l'ingrédient, le matériau le plus intéressant à utiliser, c'est justement toutes ces énergies, toutes ces personnes qui ont envie de créer des nouveaux produits, des nouveaux services, et qui ont envie de le faire en s'associant parfois à des projets. Donc, réinventer à Paris était certainement un exutoire, l'objet de focalisation et de partage, mais je pense que on a besoin de lieux, de projets, et que c'est là encore, je sais même pas si la ville de Paris était tout à fait, était capable d'envisager le succès qui a été celui de réinventer Paris. Et pour avoir aussi participé à la création d'un accélérateur. Alors dans le domaine du numérique, c'est un peu le troisième cycle ou le côté un peu fac formation accélérée pour entrepreneurs, on va dire. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que quand on faisait des concours, les premières générations de start-up et du camping, et je m'arrêterai là, c'est que la première fois, on se dit toujours quand on fait un concours, vous savez, il y a des gens qui ont des projets un peu dans leur placard et qui déstockent. Donc la première fois, vous vous dites, quand il y en a, je sais pas, il y a 100 projets sur la période, vous dites, si on refait un projet dans 6 mois ou dans 12 mois, on n'aura pas le déstockage des années précédentes. Ce que j'ai vu, en fait, moi, dans cette pratique et par rapport au milieu, là encore, de l'entrepreneuriat dans le numérique, c'est que tous les 6 mois, en fait, il y avait au moins autant de projets. Et que le niveau ne faisait qu'augmenter. Donc, je pense que ce qui est en train de se passer, et ce qui est plutôt heureux, c'est qu'il y a une dynamique qui est lancée. Et j'espère qu'on aura donc d'autres projets Réinventer Paris. J'espère aussi qu'il sera possible de gagner plus de projets.
parce qu'il y a eu beaucoup d'appelés et assez peu d'élus. Donc, et je ne sais pas, mais ça n'aura que moi, je ne suis pas, vous l'avez bien compris, ni architecte ni urbaniste, mais je me dis qu'à l'échelle de Paris, on pourrait être encore plus ambitieux. Alors, c'était qu'une première, mais en termes d'espace et de ce qu'on pourrait fournir et donner, parce qu'in fine, il n'y en avait pas tant que ça. Non ? Bon, ok. Bon. Donc, il y en aura d'autres et... Ouais, parce que je ne sais pas enfin, c'est des centaines de dossiers, hein, je crois, en plus comme le concours international. Ouais, donc 675 dossiers, donc sur un peu, enfin voilà. Voilà. D'accord. Thomas, tu as une présentation, toi ? Bon. Merci Stéphane. Ça, faut que je parle près du micro comme ça. Bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Thomas Landrin. Vous avez en face de vous un chercheur à la retraite. Voilà. J'ai fait une carrière académique qui se prononçait être plutôt successful, mais mon expérience personnelle m'a montré en fait que le milieu académique institutionnel avait finalement peu de choses à offrir à des scientifiques entrepreneurs qui avaient du mal avec l'autorité. Donc j'ai décidé de monter mon propre laboratoire et je vais vous raconter un peu l'histoire justement de ce laboratoire qui est la Paillasse. Alors, avant de commencer, j'aime bien raconter où est-ce qu'on est concrètement, dans quel contexte on se trouve aujourd'hui avec la biologie, avec le vivant. Parce que l'histoire de la Paillasse est intimement liée au sens de la vie. Et la première image que je montre, en général, c'est celle-ci. Parce qu'on voit en fait une source lumineuse. Et quand on voit une source lumineuse, on pense tout de suite au LED, on ne pense pas au vivant, quoi. Et ce que vous voyez en fait sur cette image, c'est deux étudiants de l'université de Cambridge qui ont ingénieré des bactéries pour les rendre bioluminescentes. Ils ont été littéralement chercher le programme génétique présent dans les lucioles et ils l'ont adapté aux bactéries qui ont un métabolisme beaucoup plus actif et donc forcément ça produit plus de lumière à la fin et surtout en fait c'est plus pratique à manipuler et donc ils ont comme ça en fait obtenu une matière intéressante qu'ils pouvaient cultiver autant qu'ils voulaient et produire comme ça de la lumière biologique. Et bien ce projet ils l'ont réalisé en seulement quelques mois. Ils l'ont prototypé, on parlait de prototypage tout à l'heure avec Stéphane, plutôt dans le domaine du numérique. Et bien cette approche du prototypage rapide peut se faire aujourd'hui également dans la biologie. Je vais vous donner d'autres exemples. Ici, vous avez une approche plutôt bio-art, puisque c'est un artiste qui a utilisé des bactéries qui étaient génétiquement modifiées pour, lorsqu'elles sont exposées à la lumière, elles vont justement ne pas produire un pigment noir. Les bactéries que vous avez devant vous, c'est des bactéries que vous avez dans votre estomac. C'est ce qu'on appelle les Escherichia coli, qui est la grande bactérie modèle des biologistes. Et donc, elle n'est pas du tout censée faire ça à l'origine. Donc là, c'est vraiment une fonctionnalité nouvelle qu'on a introduite. C'est un programme biologique. Et ça a permis comme ça en fait, de reproduire un procédé photographique assez ancien, un peu les daguerréotypes, je ne sais pas si certains en connaissent, où voilà, on crée en fait, vraiment un phénomène d'ombre en fait, d'exposition sur... Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la résolution est beaucoup plus haute que ce qu'on peut trouver sur des argentiques, puisque ici la taille du pixel est de simplement quelques micromètres. Voilà, c'est la taille des bactéries, quoi. Là, c'est une autre image. Pareil, l'image précédente, prototypée en quelques mois. Ici, vous avez un test pour diagnostiquer la présence ou pas d'arsenic dans de l'eau. Alors, aujourd'hui, il faut, pareil, un peu de contexte. Vous allez au Bangladesh, la moitié des puits là-bas sont contaminés avec l'arsenic, avec des doses mortelles. Enfin, des doses en tout cas très toxiques. Le test à réaliser coûte plusieurs milliers d'euros. Il faut faire venir un ingénieur, un technicien sur place qui utilise une méthodologie assez lourde de chimie. C'est inabordable pour la plupart des villages. Et donc, ce sont encore une fois des étudiants en biologie, et dans une discipline que vous allez voir, je vais vous la présenter juste après, qui s'appelle la biologie synthétique, voilà, qui parle, je pense, d'elle-même, ont décidé en fait d'utiliser la capacité de ces micro-organismes, encore une fois,
à sentir leur environnement de manière très finement. Et en effet, ils sont tellement petits qu'ils peuvent détecter des variations de concentration extrêmement fines, beaucoup plus fines même que ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les meilleures approches chimiques. Et se dire, OK, il y a probablement quelque part dans la nature des organismes qui sont sensibles à l'arsenic. On va prendre cette partie-là. Et puis, on va essayer de rendre intelligible un signal que la bactérie pourrait nous envoyer comme quoi le niveau d'arsenic est trop haut. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été prendre ce qu'on appelle la variation de pH. Je ne sais pas si vous vous souvenez de vos cours en lycée. Vous avez des burettes et que vous faisiez changer la couleur de solution, voilà, avec des indicateurs colorés de pH. Bon, avec de l'acide et des bases. Là, c'est le même principe. C'est que si la bactérie détecte de l'arsenic, elle va faire changer le pH en produisant des produits acides. Pour ceux qui connaissent un peu plus, ça a été pris en fait, chez les bactéries qui font des yaourts. Les yaourts, en fait, c'est une acidification globalement, entre autres, du lait, et qui favorise en fait d'autres réactions derrière. Et donc, ils ont été prendre ce processus d'acidification avec un processus de détection de l'arsenic. Ils les ont réunis, et lorsqu'il y a trop d'arsenic, ça s'acidifie. Et avec un indicateur coloré qui est juste à côté, vous passez en fait du vert au rouge quand ça dépasse le niveau d'arsenic dans l'eau. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez des bactéries que vous pouvez lyophiliser, donc les sécher dans les petits sachets. Puis lorsque vous avez une bactérie, vous en avez des milliards, ça pousse tellement facilement. Eh bien, vous pouvez juste mettre des petites bactéries globalement dans un verre, l'eau que vous voulez tester, voilà. Vous attendez quelques heures que ça pousse et que ça réagisse, et vous avez plus qu'en fait à regarder la couleur que ça a. Et ça, du coup, en fait, leur test, il coûte que $1. Voilà, et tout le monde peut le faire globalement. Donc ça, c'est ce que la biologie, voilà, ce qu'on peut commencer à envisager grâce à l'ingénierie du vivant. Alors, on n'est plus seulement en fait sur l'ingénierie agronomique ou l'ingénierie en fait sur la nourriture. On est également sur les matériaux et sur les diagnostics. Voilà, donc Anouk, et c'est son grand sujet, ce sont les algues. Il y a beaucoup de choses à raconter. C'est vraiment un support incroyable en fait de travail, puisque les algues ont cette propriété naturelle d'aller chercher de l'énergie de la lumière du soleil, et donc on peut l'utiliser à peu près partout. C'est une manière de capitaliser en fait sur des surfaces, voilà, comme les fenêtres par exemple, mais c'est aussi en fait un organisme qui est capable de produire énormément de choses, entre des biofuels, mais pas seulement. Voilà, donc c'est vraiment un châssis qu'on peut l'appeler, pour reprendre vraiment un terme d'ingénierie. C'est un châssis cellulaire qu'on peut utiliser pour produire beaucoup de choses intéressantes, ou même faire de l'énergie. Donc les exemples que je vous ai montrés jusqu'à présent, est-ce que j'ai un appel ? Hop. Tous les exemples que je vous ai montrés, ça vous montre qu'aujourd'hui, on est dans un nouveau paradigme du vivant. On a une approche d'ingénierie où on est capable de maîtriser une certaine complexité, et suffisamment pour la réinterpréter et ainsi programmer des nouvelles fonctions au sein de cette machine extrêmement complexe qu'est la cellule. Et voilà, donc on pourrait presque dire qu'aujourd'hui, on a une vision du vivant, quelque part en biologie synthétique, qui est celle d'un kit. C'est très modulaire. On cache, grâce à aujourd'hui des logiciels qui permettent d'assister en fait un ingénieur du vivant dans sa tâche justement de design de circuits biologiques, eh bien, cache la complexité. Vous n'avez plus besoin, comme aujourd'hui lorsque vous designez par exemple des ordinateurs ou des puces électroniques, de connaître la physique quantique. Là, c'est pareil. Si vous voulez commencer à designer des circuits biologiques, vous n'avez pas besoin de connaître en fait les propriétés physico-chimiques des protéines que vous utilisez. Voilà. Donc, il y a un côté caractérisation très fort et de composants presque en fait biologiques à assembler. Alors, pourquoi d'un seul coup une image noir et blanc qui n'a absolument rien à voir avec toute la modernité que je viens de vous montrer ? C'est parce qu'en fait, il faut bien comprendre d'où est-ce que tout ça part. Tout ça part parce qu'on est en mesure aujourd'hui de comprendre le support premier de l'information génétique qu'est l'ADN. Et la découverte de la molécule ADN, sa structure, elle a été faite il y a 60 ans par ces deux messieurs, qui sont Watson et Crick, qui ont gagné un prix Nobel pour ça. Et à partir du moment où vous connaissez la structure de la molécule sur laquelle vous travaillez ici, on va dire la structure du livre, entre guillemets, eh bien vous passez en fait d'une philosophie de déchiffrage, de comprendre, d'analyse, à finalement
de modélisme. Vous pouvez d'un seul coup commencer à modifier, copier-coller, et tout en rendant les choses intelligibles. Donc, il y a 60 ans, en fait, ces deux messieurs ont permis de rentrer dans une période de maker, voilà, de la biologie. Et en effet, dès les années 70, les questions d'ordre éthique ont commencé à apparaître sur notre capacité à pouvoir modifier le vivant. Depuis, la biologie a fait des bonds de géants. C'est juste pour vous montrer que tout ce qui concerne le numérique et les ordinateurs, la loi de Moore dont Stéphane parlait, le doublement de la puissance tous les 2 ou 3 ans, eh bien, ça ne concerne pas seulement l'informatique, mais ça concerne aussi la biologie, et c'est une révolution invisible qui, en fait, n'est pas donnée à voir à la plupart des personnes, puisqu'on n'a pas de biologie chez soi concrètement, qu'on n'est pas directement touché en tant qu'utilisateur. Juste pour vous donner un exemple, ici c'est l'évolution du coût du séquençage d'un génome humain depuis 15 ans. Le premier génome humain, voilà, un génome humain, c'est toute l'ADN que vous avez dans vos cellules, quoi. C'est vous le plus personnel. Le séquençage d'un génome humain, le premier, c'était il y a 15 ans, c'était dans les années 2000, en 2000-2001. Il a coûté 3 milliards de dollars. Ça a nécessité les efforts communs de plusieurs centaines de chercheurs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le séquençage entier de ce premier génome s'est fait principalement dans les 2 dernières années, sur les 15. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y avait, durant cette période-là, aussi une évolution majeure des technologies qui permettent le séquençage du génome. Et cette évolution, en fait, a continué. Et aujourd'hui, voilà, ça a continué à évoluer de manière exponentielle. Et puis, on était en 2007 à quand même plus de 10 millions, en fait, le génome. Et d'un seul coup, en 2 ans, on est passé de 10 millions à un peu plus de, voilà, à peu près 50 000 euros. C'est plus de 2 ordres de magnitude de différence en 2 ans. C'est considérable. En fait, tout simplement, ce qui s'est passé ici, c'est qu'on a changé de technologie. La technologie était radicalement différente, elle n'a absolument rien à voir. Et cette technologie, le temps qu'on l'adapte et qu'on l'optimise, en fait, on est arrivé à un nouveau plateau. Décrochage à nouveau, nouvelle technologie, etc. En fait, aujourd'hui, on est plutôt sur des prix autour de $1 000, parce qu'on est en train, en fait, à nouveau, de shifter de technologie. En fait, je vais vous montrer, ça, c'était il y a 15 ans. C'était pour séquencer un génome seul. Ça prenait des mois et des mois, c'était long et compliqué. Il fallait beaucoup de techniciens, des machines complexes, ça ne marchait pas toujours. Et d'un seul coup, en 15 ans, on est passé à ça. Là, vous avez un appareil qui est un séquenceur, qui a la taille d'une clé USB, et qui est capable de séquencer en fait, plusieurs millions de bases en quelques heures. Et toutes les données qui sont produites sont analysables, parce qu'en fait, c'est aussi un des goûts d'étranglement des biotechnologies, c'est cette complexité auquel on fait face. Comment on fait pour l'analyser ? Il a fallu attendre en fait, l'arrivée vraiment de la puissance du numérique et du big data, entre autres, pour pouvoir le réaliser. Et donc aujourd'hui, les ordinateurs sont suffisamment puissants pour le faire. Et donc, d'un seul coup, c'est devenu une clé USB, quoi. Et vous pouvez imaginer, maintenant, vous pouvez vous balader, y compris dans l'Amazonie, avec votre ordinateur et commencer à analyser des échantillons directement sur place, quoi. Des choses impossibles à penser il y a même 5 ans. Donc, il y a eu un changement brutal, autant le dire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement une révolution technologique, c'est aussi une révolution sociale. Alors, pourquoi ? Parce que lorsque vous simplifiez une technologie, vous la rendez moins chère, eh bien, vous pouvez la mettre dans beaucoup plus de mains. Et d'un seul coup, vous avez un phénomène naturel de réappropriation de la technologie et de diversification des usages possibles. Et c'est ça qui est intéressant ici. Si c'est vraiment une révolution, c'est pas parce qu'on fait du high-tech, c'est que derrière, en fait, on peut inventer des nouveaux usages. Et cette période en fait, de réappropriation, on peut la comparer à ce qui s'est produit dans les années 70-80 avec les ordinateurs. À cette époque-là, les ordinateurs, c'est des grosses machines super complexes, personne ne savait concrètement ce que c'était. Il y avait très peu de personnes qui savaient les utiliser. C'était seulement dédié à des très grosses entreprises pour des besoins très précis. Au même moment, on enseignait par contre dans les universités comment on fabriquait les ordinateurs, c'était quoi la logique derrière, limite comment on fabriquait. Et en même temps, le coût des composants pour pouvoir le faire baissait drastiquement aussi. Eh bien, ça a permis à des jeunes étudiants, entre eux ici 2 très connus, Steve Wozniak et Steve Jobs, de se réunir dans leur garage et de commencer à construire eux-mêmes leur propre ordinateur. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'ont fait non pas pour les modèles de l'époque, ils l'ont fait en fait avec leur propre vision de ce que devait être un ordinateur. Et c'est là, en fait, on est rentré, entre guillemets, en distribution d'usage. C'est que ils l'ont fait par rapport vraiment à leur envie, leur passion et leur capacité à visiter en fait, des possibles qui, à l'époque, en fait, n'étaient pas du tout dans la tête des experts. Et donc,
c'était cet esprit-là en fait, de réappropriation que je trouve est fondamental aujourd'hui dans ce qu'on peut appeler globalement l'innovation. Et si au XXe siècle on hackait les ordinateurs, aujourd'hui on hack la biologie. Et donc ce phénomène de réappropriation de la biologie qui donne naissance à des nouveaux usages possibles, eh bien, elle est actuelle, elle est présente et elle se fait dans des espaces qui ne sont pas du tout les laboratoires académiques traditionnels, comme ça l'était également pour l'informatique dans les années 70. Ce mouvement, on lui a donné beaucoup de noms. Celui qui est plus globalement admis, c'est le DIY Bio, Do It Yourself Biology, le biohacking, la biologie de garage. Et ces biohackers, ces gens qui souhaitent justement s'aventurer dans cette approche de réappropriation de la biologie, eh bien, ils se réunissent dans des biohackerspace. Ces biohackerspace sont des lieux, plutôt de type tiers-lieux, comme des clubs, où vous pouvez trouver un peu de matériel de laboratoire et vous pouvez réaliser vos expériences dans un esprit libre et collaboratif. Et aujourd'hui, ces biohackerspace sont un peu partout, principalement dans les pays occidentaux développés parce que ces laboratoires utilisent des équipements de laboratoire recyclés. Donc il faut déjà les avoir sur place, ce qui n'est pas le cas de la plupart des régions du monde, malheureusement, parce qu'eux-mêmes, les laboratoires professionnels, en fait, ont du mal à s'en procurer. Pour vous expliquer très rapidement pourquoi c'est une tendance très très forte aujourd'hui, pourquoi il y a autant de développement de biohackerspace, de ces tiers-lieux dédiés en fait à la recherche aux biotechnologies, alors qu'on pourrait croire en fait que c'est très compliqué et que finalement, enfin, il y a des laboratoires pour ça. Pourquoi on ne fait pas changer en fait, pourquoi on n'accepte pas plus de diversité au sein des institutions? Ça, c'est une courbe, alors j'aime bien les courbes, désolé, ça va être mon passé scientifique. C'est l'évolution de l'âge moyen pour un chercheur aux États-Unis d'avoir une bourse qui lui permet de devenir entre guillemets chercheur indépendant. C'est à partir du moment où vous pouvez en fait créer votre propre labo et travailler sur enfin ce que vous en fait vous souhaitez faire. Et non pas en fait ce que votre PI, votre directeur vous demande de faire. Voilà, donc ça c'est en 1980, vous pouvez voir, l'âge moyen est à peu près de 35 ans. Quoi. Et entre 25 et 35 ans, vous avez quand même une chance non négligeable en fait, d'obtenir une de ces bourses. Par contre, vous voyez au fur et à mesure des années, cet âge moyen va en vieillissant, mais c'est pas le plus grave, c'est que l'air sous la courbe, là, en fait, en tout 35 ans, il est réduit à peau de chagrin. C'est-à-dire, en gros, vous avez moins de 35 ans. Alors, j'ai pas les données pour après 2006, mais j'imagine que, enfin, vu les tendances actuelles, ça s'est pas optimisé, c'est même pourquoi pas, mais encore plus régressé. Eh bien, la probabilité pour que vous obteniez une chance pour vous exprimer avant l'âge est pratiquement de zéro. Voilà. Et donc, c'est particulièrement choquant quand vous savez que, je vais vous donner deux exemples, mais deux des plus grands esprits de notre temps, Einstein et Darwin, eh bien, ils ont fait leur principale découverte. Ils ont fait leur principale découverte avant l'âge de 30 ans. Voilà. Donc Darwin était sur le Beagle, qui l'a emmené dans les îles Galapagos à 21 ans. Bon, il n'a pas sorti la théorie de l'évolution tout de suite, mais au moins il a pu commencer en fait à rentrer dans une démarche de recherche très très tôt, très très jeune, et dans un esprit d'indépendance. Einstein, c'est pareil, il a sorti en fait parmi ses plus gros papiers avant l'âge de 30 ans. Donc en fait, on est dans une crise de l'institution où les jeunes esprits qui sont très entrepreneurs, par exemple en sciences ou en technologie, eh bien ils trouvent pas en fait réponse à leur énergie. Voilà. Et donc c'est une crise, autant le dire, des ressources en fait humaines dans la recherche qui en fait, eh bien il y a un gâchis monumental de temps et de talent. Et donc ces personnes-là sont pleines de ressources, donc elles ont envie de continuer ce qu'elles font de mieux, et donc elles rejoignent en fait des espaces alternatifs où elles montent des startups. Voilà, et les deux à la fois. Et donc ça c'est un peu ce qui s'est passé avec moi. Moi, j'ai un parcours plutôt élitiste. C'est-à-dire que j'ai fait l'école normale supérieure en biologie. Je me dédie à faire de la recherche toute ma vie. J'ai fait une thèse de doctorat en biologie synthétique. J'ai même eu la chance de de cofonder mon propre laboratoire de thèse avec mon PI. Donc, vraiment d'avoir cette liberté absolue. Donc, j'ai vu vraiment, on va dire, le haut de la coupole. Et même là, en fait, je me suis aperçu que finalement, il n'y avait pas de solution possible à court terme. Donc c'est très difficile quand vous êtes un chercheur de travailler avec qui vous voulez, sur ce que vous voulez et comme vous voulez. Un chercheur est un peu condamné à travailler avec des chercheurs en quelque sorte. Et donc
avec cette frustration, j'ai décidé de réaliser une expérience. C'était de monter un laboratoire en dehors de tout cadre académique, dans lequel tout le monde pouvait venir collaborer sans aucune contrainte. C'était vraiment une expérience que moi-même, je ne savais pas ce que j'étais en train de faire. Je voulais juste, comme un biologiste, mettre des éléments dans une boîte de pétri et voir comment ça interagit, quoi. Et bon, quand on est jeune et qu'on n'a pas de ressources, c'était il y a 5 ans, j'ai monté ça où je pouvais. J'ai monté ça dans un squat. J'ai monté ça dans un squat de banlieue parisienne, à Vitry-sur-Seine. Et c'était le 6 bis, pour ceux qui connaissent, aujourd'hui qui a fermé. Et donc, là-dedans, j'ai, avec des copains, monté un laboratoire de biotech. Alors, comment on fait pour monter un laboratoire de biotech comme on peut dans un squat? On fait de la récupération. Donc, on a récupéré dans des poubelles de laboratoire, les laboratoires sont si consuméristes que nous, et on monte comme ça pour 0 €, en quelques mois seulement, un laboratoire entièrement équipé. Et c'est particulièrement choquant parce que ce laboratoire était même mieux équipé que mon propre laboratoire de thèse. Voilà. Donc, j'aurais pu faire ma thèse à la Paillasse. Pour ceux qui veulent savoir, la Paillasse, c'est vraiment le lieu dans le laboratoire, ça s'appelle l'établi du scientifique, c'est là où les choses se passent. Voilà. Et donc, dans cet espace-là, on a, voilà, très rapidement, en fait, on a permis en fait à un tas de personnes, à peu près une 50aine de collaborateurs très interdisciplinaires, de travailler totalement librement sur plein de sujets différents. Et une manière intéressante, ce ne sont pas les biologistes qui sont arrivés en masse, ce sont plutôt des non-biologistes, des personnes qui n'avaient jamais fait de biologie de leur vie, mais qui avaient toujours voulu en faire. Et pourquoi? Parce que c'est vraiment, la biologie est une dernière tour d'ivoire. En fait, c'est très compliqué d'accéder à des laboratoires de biologie. Et ce qui n'est pas du tout démocratisé. Et donc, on s'est retrouvé comme ça assez rapidement avec un panel de compétences incroyables. On avait des ingénieurs en électronique, en informatique, en mécanique. On avait des designers, on avait des architectes, des artistes, voilà, des philosophes, des sociologues. Et évidemment, avec des biologistes, des chimistes, etc. Mais voilà, donc on avait cette sensation hyper positive de sentir qu'on pouvait faire ce qu'on voulait parce que toutes les compétences étaient là. Voilà, on a réalisé une quinzaine de projets en 3 ans. Ça allait du test de diagnostic low cost à la machine de laboratoire en low cost, en open source. On a même été financé par un NASA sur un appel à projet pour un bioréacteur low cost. Imaginez-vous être financé par un NASA alors que vous êtes un laboratoire dans un squat de banlieue parisienne. Enfin, en fait, on a travaillé sur plusieurs projets. On a même travaillé avec Sony sur de l'électronique biodégradable. Il y a une start-up qui a émergé aussi de la Paillasse à l'époque du squat, qui s'appelle Pili maintenant, et qui fait des colorants naturels par bioproduction. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment fait des projets de grande qualité. Des projets qui, pour moi, pouvaient rivaliser avec ce qu'on pouvait faire dans un cadre classique académique. Mais la différence est telle que ces projets, la plupart, en fait, n'auraient pas été admis en fait, dans ce cadre traditionnel. Parce qu'ils étaient trop, justement, il y avait une nécessité d'interdisciplinarité qui était telle qu'en termes de logistique, ça aurait été compliqué à monter. Voilà. Donc, en l'espace de 3 ans, une quinzaine de projets, voilà, c'est beaucoup plus qu'un laboratoire moyen. Et tout ça avec 0 €. Concrètement, tout le monde était bénévole. Les gens venaient le soir et le week-end quand ils pouvaient. Et d'un seul coup, on se rend compte qu'on a créé un environnement de travail qui était extrêmement productif et créatif, qui pouvait rivaliser avec des laboratoires académiques institutionnels. Et à partir de là, on s'est posé la question, est-ce qu'on n'avait pas finalement inventé, potentiellement, ici, une fois mise à l'échelle, une graine pour une alternative complémentaire au système académique? Voilà. Et donc c'est ce pari-là en fait qu'on a voulu faire et dire ok, et si on mettait ça à l'échelle, qu'est-ce qui se passe? Et si en fait on sort d'un modèle basé sur la gratuité et on crée des espaces qui sont capables justement de générer pas seulement en fait des idées, mais d'ailleurs en fait d'aller beaucoup plus loin et financer en fait des personnes et leurs projets également. Où est-ce qu'on peut aller quoi? On continue l'expérimentation. Et c'est ce qui s'est passé il y a 1 an et demi. Grâce à la mairie de Paris, entre autres, on a déménagé donc, de Vitry-sur-Seine, on était là, voilà. Et on a fait chut, on est arrivé maintenant, on est dans le 2e arrondissement, rue Saint-Denis. On est passé de ça à ça, donc ça a beaucoup changé. On va dire que ça fait un peu plus bobo, mais on va dire que c'est aussi le coût de la démocratisation. L'intérêt pour nous était vraiment de rentrer, d'amener le laboratoire au centre de la cité. Pour nous, le laboratoire était avant tout, pour être vraiment totalement ouvert, on se voulait
voilà, que les gens puissent passer le plus simplement possible, même si c'est pour 1 heure, être à Vitry-sur-Seine, où le seul moyen d'y accéder, c'est par la voiture, ou le RER A avant 22h, le RER C, pardon, avant 22h, c'est compliqué. Donc voilà, donc depuis, c'est devenu un lieu totalement bouillant. Voilà, il se passe des choses assez exceptionnelles tous les jours. Il y a des événements tout le temps. Devenu un vrai hub social. Il y a plus d'60 de résidents qui développent des projets. Pour vous donner un peu un aperçu de à quoi ça ressemble, voilà, on a étendu. Ça fait 800 mètres carrés. Donc des espaces de coworking, des laboratoires de biotechnologie, des Fab Labs, du textile. Il y a des gens qui font l'intelligence artificielle. Voilà, c'est extrêmement vaste. Et là, pour vous donner en fait un exemple, on a fait des travaux depuis, ça ressemble plus tout à fait à ça. Ça, c'est une des vues un peu classiques, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font de la biologie d'un côté, puis à côté, vous avez des gens qui sont en train de faire des exploitations de textiles augmentés. Voilà, tout se mélange en fait. Ça crée des. Là, on a un laboratoire de drones en fait en sous-sol. Voilà, donc l'enjeu pour nous était de créer en fait des nouvelles interfaces. C'était encore une fois dans cet esprit de liberté, dire que vu qu'on n'avait pas commencé à faire compétition, je sais pas, au LHC, aux grands programmes scientifiques internationaux, voilà, c'est pas l'idée. L'enjeu, c'est plutôt en fait d'explorer ce que les institutions traditionnelles ne peuvent pas faire. Donc vraiment créer ces nouvelles interfaces avec beaucoup d'agilité et donc commencer à agréger en fait toutes ces disciplines et ces laboratoires au même endroit. Et donc voilà, aujourd'hui, on touche évidemment à la biologie, à l'environnement. Alors beaucoup de gens qui travaillent autour du cerveau et des interfaces homme-machine, par exemple, la santé, que ce soit la santé connectée ou l'analyse en fait big data des données, l'océan aussi, puisque aujourd'hui, en fait, ce que j'ai pas dit, c'est que la paillasse est devenue aussi un réseau de lieux. On a une paillasse qui s'est développée à Lyon, ça fait des petits. On est en train d'en développer une à Saint-Brieuc qui va être dédiée à l'océan, directement sur le port pour toutes les questions marines, donc pour que les gens puissent explorer et prototyper. Autour de l'espace, où la biologie évidemment est une question d'intérêt énorme. Vous voulez envoyer des hommes sur la Lune ou sur Mars, ils ont besoin d'autonomie énergétique et matérielle, et la biologie offre des solutions incroyables que les autres technologies ne peuvent pas faire. Voilà, et donc dans ce contexte général, nous, ce qu'on cherchait à faire, c'est construire, du coup, dans un esprit vraiment local, des lieux qui permettent d'accueillir cette diversité et de proposer, en fait, une manière nouvelle de faire de la recherche et de l'innovation. Et quand Anouk est venu nous voir pour nous proposer de participer au projet InVivo sur un lieu où se trouve l'Université de Paris Diderot, où on est dans un contexte biotechnologique évident, ça a fait mouche, quoi. Donc on a tout de suite dit oui. Et donc l'enjeu pour nous, c'est d'occuper 1000 mètres carrés dans cet espace-là, où se trouve à côté une résidence de jeunes chercheurs et l'université, comme je disais. Et donc voilà, vous aurez des paillasses, des lieux de discussion, de rencontres, où on va pouvoir accompagner en fait des projets tout à fait nouveaux et on l'espère transcendants. Voilà, sur les disciplines également. Voilà, pour vous donner également un peu un aperçu de ce qu'on fait aussi à côté, on ne fait pas seulement des lieux. On démocratise les programmes scientifiques. Ce qu'on aime bien faire, c'est on regarde quelles sont un peu les grandes thématiques scientifiques du moment. Et là, on en a pris une, c'est l'épidémiologie du cancer. Donc, sujet extrêmement technique, mais d'intérêt énorme, de mieux comprendre en fait comment sont liés des facteurs environnementaux et sociétaux à l'apparition de cancer, à la propagation des cancers, par exemple. Ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher toutes les ressources qu'on pourrait normalement donner à des chercheurs. On les distribue gratuitement en fait à la communauté. Et donc, ensuite, on crée l'environnement nécessaire, idéal pour que des équipes à la fois professionnels et non professionnels puissent se former dans un esprit totalement interdisciplinaire et ouvert et collaboratif et puissent en fait avancer ensemble sur des projets de recherche. Voilà. Donc aujourd'hui, ça fait 3 mois qu'on a lancé Epidemium en partenariat avec Roche, qui est leader sur la pharmacie aujourd'hui, un leader industriel sur la recherche sur le cancer. Et en l'espace de 3 mois, on a comme ça mobilisé plus de 300 personnes. Il y a une quinzaine de projets en réalisation parallèle. C'est un programme qui dure 6 mois, donc on est à mi-parcours aujourd'hui. Et donc, il bénéficie d'absolument tout. C'est-à-dire que n'importe qui peut participer. Sur les 300 participants, je crois qu'on a un tiers d'étudiants. Et les autres 2 tiers, c'est des professionnels.
Donc vous allez trouver en fait toutes les parties prenantes d'un domaine comme la santé ici. Donc ça va des patients concrètement aux industriels, en passant par les étudiants, les chercheurs, les professionnels de santé, etc. Et donc voilà. Et donc on est un esprit totalement pro bono. Donc les gens travaillent vraiment gratuitement sur leur temps libre. Et nous en échange, on leur donne en fait gratuitement toutes les ressources dont ils ont besoin, l'accompagnement nécessaire. Ils ont accès à des experts incroyables sur ces sujets-là. Et également en échange, tout est documenté sans exclusivité. C'est-à-dire que on est vraiment dans le même cadre que Wikipédia. Toutes les recherches réalisées en fait sont dans le domaine public. Donc il y a une vingtaine de partenaires sur l'ensemble du programme. Eh bien, ils n'ont aucune exclusivité pour les recherches. Donc on essaie vraiment de créer un cadre de collaboration maximum. Voilà. Et donc ça marche plutôt pas mal et on explore en fait des nouvelles manières, au même titre qu'on l'avait fait en fait avec des lieux, de faire en fait de la recherche scientifique et d'innovation à taille de communauté. Et là on est en train de se lancer dans une nouvelle aventure, non plus sur le cancer, on va continuer Epidemium, mais sur un autre domaine, sur les maladies mentales, avec comme grand partenaire l'Institut Pasteur. Voilà, donc ça c'est des grands sujets qui nous intéressent, sur lesquels en fait l'agilité, on va dire, de la philosophie des makers ou ce qu'on peut trouver dans des coworking se fait pas encore du tout. Donc c'est ce qui fait que je pense que la place aujourd'hui a une grande originalité et s'intègre parfaitement dans l'écosystème parisien, par exemple. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps. Là, je vous ai réservé plutôt quelques exemples de biomatériaux qui pourraient vous intéresser en tant qu'architecte. Mais j'y vais. Vous avez devant vous là un bol. À l'intérieur de ce bol, avant de voir en fait cette espèce de matière un peu bizarroïde, vous avez juste de l'eau, enfin vous avez juste du thé avec du sucre. Et on a rajouté des bactéries un peu particulières. Pour ceux qui connaissent, c'est des bactéries qui sont impliquées dans le kombucha, qui sert depuis des centaines d'années à fabriquer des breuvages fermentés. Eh bien, dans certaines conditions, ces bactéries produisent massivement de la cellulose. Cette cellulose, vous pouvez la produire donc à la maison assez facilement. Et il y a des designers qui l'utilisent comme matière première pour fabriquer des vêtements ou des objets. Donc, vous pouvez littéralement faire pousser en fait votre cellulose et vos vêtements en fait à la maison. Voilà, ici on a une designer qui s'appelle Susan Lee, qui a designé ses vestes, où elle a fait des chaussures aussi. C'est assez intéressant. Vous avez ici des champignons. Vous avez, quand vous baladez dans la forêt, souvent sur les souches d'arbres, des champignons qui sont très très durs, qui poussent sur les souches d'arbres. Eh bien, ils ont utilisé en fait le même organisme en contraignant en fait leur croissance pour créer en fait des formes qui pourraient s'adapter en fait à de la construction ou à la protection d'objets fragiles, pour remplacer par exemple le polystyrène, ce genre de choses. L'avantage c'est que c'est super solide, c'est totalement renouvelable et c'est biodégradable, mais ça reste quand même très très stable. C'est-à-dire que vous voulez biodégrader, il faut quand même le mettre dans des conditions, il faut l'enterrer, etc. Ça se dégrade assez rapidement, mais il faut déclencher sa dégradation, quoi. Donc ça marche assez bien. Vous avez des entreprises comme Ecovative qui font des trucs très très bien, si vous voulez les voir. Ici, c'est un projet que j'aime beaucoup, qui montre à quel point en fait le monde de la nourriture tel qu'on connaît aujourd'hui va totalement changer. Donc on me remet beaucoup en question les modèles de l'élevage massif, etc. En effet, il y a de quoi, que ce soit pour la volaille, le bétail, etc. Et puis il y a tout un mouvement en parallèle de ça qui grandit, c'est le mouvement végétalien également. Et donc, il y en a plusieurs qui se sont dit, je suis végétalien, mais j'aimerais bien manger du fromage. Et donc, ils se sont dit, est-ce que je peux pas aller chercher les éléments qu'on trouve normalement dans le lait et dans la production de fromage, et au lieu d'attendre en fait que ce soit une vache ou une chèvre qui produise ce lait, et bien transférer en fait le programme qui gère ça le programme génétique qui gère ça chez une vache ou une chèvre, et insérer ça dans une levure. Et donc c'est ce qu'ils ont fait. Et donc ils produisent en fait du lait, ça ressemble un peu à un petit lait ici. D'une manière dérivée en fait par des levures, donc c'est du lait végétalien, voilà, et ils produisent du fromage avec ça. Voilà.
Et, voilà. Et c'est juste un exemple parmi d'autres. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes startups qui sont en train d'apporter énormément d'alternatives à ces éléments-là, comme la gélose, par exemple, la gélatine, la viande, faire pousser la viande pareil dans des grands fermenteurs comme vous faites de la bière. Donc voilà, donc, la vision qu'on a en fait de l'agriculture intensive va totalement être transformée sur les 20-30 prochaines années grâce à l'apparition justement de ces biotechnologies qui ne nécessitent plus en fait d'utilisation massive d'animaux. Voilà. Et pourtant, vous avez la même chose à la fin. Là, c'est un projet que j'aime beaucoup aussi, puisque à la fois, c'est un modèle économique que je trouve très intéressant et en même temps, ça résout une problématique majeure en fait, sur la biodiversité. Est-ce que quelqu'un serait capable de me dire ce qu'il voit ? Ah, c'est pas mal, je suis impressionné. Ouais. C'est la première fois qu'on me dit cette réponse-là en premier. C'est une corde de rhinocéros. Donc c'est pas tout à fait de l'os, mais proche. Alors, c'est une corde de rhinocéros un peu particulière, puisqu'elle n'est pas naturelle. Elle est bioproduite par des bactéries. Alors, vous savez tous que les rhinocéros sont en danger grave en fait, d'extinction, parce qu'il y a un marché énorme en Asie qui cherche à obtenir en fait, leurs cornes et réduire ça en poudre, mais à la fin, c'est juste de la kératine, quoi. C'est de la kératine, ils obtiennent ça sous forme de poudre, ils voient même pas la corne en, fait, en tant que produit. Et pour vous donner un ordre d'idée, ça se vend 50 000 € le kilo, cette poudre de kératine de rhinocéros. Et donc, il y a une startup qui s'est dit, s'ils veulent de la kératine en poudre, nous, on peut en produire, mais sans rhinocéros. Et pour les convaincre, donc on va chercher le gène de la kératine du rhinocéros, on l'introduit dans des levures ou des bactéries, on en produit en masse, et puis avec la pâte qu'on produit de kératine, on prend une imprimante 3D, on imprime une corne de rhinocéros en 3D. Voilà. Et on inonde le marché asiatique, voilà, et en même temps on sauve des rhinocéros. Je trouve ça génial. C'est une entreprise qui s'appelle Pembient. Vous avez Pili qui est né à la paillasse, où j'ai la chance aussi de cofonder, et qui s'intéresse en fait à apporter une alternative aux colorants. Il y a 99% des colorants qui sont utilisés dans le monde qui sont d'origine pétrochimique. Et si vous voulez imaginer des alternatives naturelles, eh bien, il n'y a que l'agro-industrie qui se propose à vous. Et malheureusement, on ne veut pas non plus en fait, s'aventurer, ça ne sert à rien, sur des champs mastoc en fait, de production juste de colorants. Ça prend énormément de place. Pour vous donner un ordre d'idée, vous prenez juste l'indigo, 80 000 tonnes annuelles. Si vous devez les produire avec l'arbuste qui était utilisé à l'origine, il vous faudrait une surface de culture équivalente à celle de l'Allemagne. Voilà. Enfin, le pays entier. Donc, c'est pas du tout scalable. En plus, il y a plein de problèmes en fait en termes de pureté, de changement climatique. Ça fait des compétitions avec les cultures vivrières. Et donc, en fait, pareil. On va chercher en fait à produire ces colorants grâce à des micro-organismes qui poussent extrêmement rapidement, qui sont parfaitement adaptés, qu'on peut ingénierer. On peut même leur donner à manger des détritus organiques et donc transformer non pas en quelques mois en fait des cultures, mais en quelques jours, voilà. Et donc contrebalancer en fait les colorants pétrochimiques, voilà, à grande échelle. On l'a produit comme ça, plusieurs preuves de concept sur du textile, des encres de stylo, des encres d'imprimante. Voilà. Et donc, ce qu'il faut, je vais terminer là-dessus. On a aujourd'hui, à un moment, j'ai fait ça un PDF, mais c'est en 3 parties. Vous devez normalement voir uniquement l'ordinateur. Mais vous avez la révolution du numérique qui transforme absolument notre rapport voilà, à la société, au monde, à l'information, et qui fait naître des choses absolument incroyables comme Wikipédia et des réseaux sociaux comme Facebook. Ça reste de l'information. Aujourd'hui, si vous voulez rentrer dans le domaine du réel, vous avez la révolution des makers qui vous permettent de prototyper énormément de choses très rapidement, d'explorer des possibles que vous ne pouviez pas faire autrement auparavant. Mais concrètement, vous êtes prisonnier quand même du plastique, quelque part. Et donc, c'est une approche qui n'est pas forcément très renouvelable et qui n'est pas très autonome. Il vous manque un troisième lien, qui est la biologie, qui vous donne accès en fait à une capacité à transformer la matière. Et donc d'un seul coup, en fait, vous pouvez vraiment vous inscrire à la fois dans de l'information, dans la capacité à transformer la matière et à l'assembler. Et donc là, vous avez une boucle finalement qui fonctionne assez bien et qui vous permet en fait à terme, je pense, d'installer
voilà, des micro-usines en fait, de retraitement à la fois des déchets, de fabrication, d'adaptation, pas tant que de production de nutriments si nécessaire, et ce en fait à échelle totalement locale. Je pense qu'on va aujourd'hui voir en fait de plus en plus de mariage entre ces trois approches, software, hardware et ce qu'on peut appeler wetware. Pour l'aspect humide de la biologie. Et cette révolution, qui est pour l'instant assez invisible à l'œil de nos concitoyens, va se révéler en fait être de plus en plus importante à l'heure où justement on vit aujourd'hui des transformations très fortes autour du climat et de la pression climatique et notre nécessité justement à adapter nos industries. Voilà, je vous remercie. Je suis sûre que vous avez plein de questions à leur poser. Qui se lance ? Oui. Vous avez montré deux matériaux utilisables éventuellement dans l'architecture, mais est-ce que vous avez des projets plus concrets en fait, d'architectes qui travaillent avec vous ? Pour l'instant, on n'a pas encore d'architecte en résidence, par exemple, à la Paillasse, qui sont sur un projet d'architecture pure. Non, pour l'instant, on l'a pas encore. Il n'y a aucun obstacle à ce que ce le soit demain. Voilà. Jusqu'à présent, personne ne s'est proposé. J'ai une autre question. Ah oui, sur le épidémium, là. Oui. Est-ce qu'il y a des... parce que j'ai entendu parler, il y a un débat en ce moment sur les textes scientifiques qui sont un peu verrouillés par les éditeurs scientifiques. Est-ce qu'il y a d'autres projets dans le même sens? Est-ce que vous voulez vous réunir en fait, pour faire un Wikipédia, enfin, quelque chose de massif? Alors, il y a aujourd'hui une tendance de fond qui vient un peu de tous les côtés, qui va contre une privatisation et une monétisation des résultats scientifiques, ce qu'on appelle l'open access. C'est permettre en fait que lorsque un article scientifique financé, donc dont les recherches ont été financées publiquement, eh bien, puisse être distribué gratuitement en fait à tout citoyen. Donc ça, c'est un mouvement qui progresse très très vite et qui a d'intérêt général parce que c'est pas seulement pour les citoyens, mais aussi pour les chercheurs. Aujourd'hui, le coût d'un article scientifique, c'est à peu près 30 € quand vous voulez le lire. Et pour réaliser une étude, généralement, vous avez besoin de lire une centaine d'articles minimum. Voilà. Donc, ça commence à devenir en fait un investissement non négligeable. Voilà, ce qu'on essaie de faire avec Epidemium, en effet, c'est de pousser un peu plus loin ce qu'aujourd'hui le monde de la recherche essaie de faire aussi de son côté, c'est d'arriver à un niveau de transparence le plus total. Aujourd'hui, pour vous donner un chiffre qui va probablement être choquant pour vous, d'ailleurs c'est choquant pour n'importe qui, on considère que dans la recherche biomédicale, c'est plus de 50%, voire plus de 70% des articles publiés qui sont non reproductibles. Donc ça veut dire qu'en gros, ils ne servent à rien. Ils ne servent à rien parce que les données qu'ils donnent, en fait, sont trop biaisées et ne peuvent pas être recoupées avec d'autres articles. Et il y a une raison pour ça en particulier, c'est que justement, c'est ces fameux biais, et ces biais, ils sont dus au fait qu'il y a une mauvaise documentation des processus exacts entrepris en fait, par les chercheurs. Et entre autres du fait que c'est plutôt indirect malgré eux, qu'ils utilisent des machines qui sont elles-mêmes fermées. Donc aujourd'hui, lorsque vous êtes dans un laboratoire, vous avez un échantillon, vous l'introduisez dans une machine, c'est plutôt une boîte noire, vous appuyez sur un bouton, vous avez des résultats qui sortent, c'est tout, quoi. Ce qui s'est passé concrètement à l'intérieur, vous ne savez pas trop. Donc il y a aujourd'hui d'ailleurs un mouvement qui est en train d'apparaître qui, j'espère, va s'amplifier, qui, au-delà en fait, de demander aux chercheurs de publier maintenant leurs données brutes, eh bien, va leur demander en fait, de publier les plans en fait, de leur machine. Mais ils ne pourront pas le faire si leurs machines sont propriétaires. Et donc ça va également vers plus de machines qui sont dites open source. Il y avait une question, non? Oui, moi je voulais vous demander, est-ce que vous n'avez pas des missions après qui arrivent de plus gros labos ou des institutions publiques?
tous les projets finalement partent d'initiatives collectives, ou quand même derrière vous avez un fond avec des missions, des trajectoires, une espèce de feuille de route, où après vous avez la liberté dans le comment, mais est-ce que vous avez quand même un espèce de schéma directeur qui vient des institutions ou de labos Pour répondre simplement, aucun. On est parfaitement libre, autonome. Ouais. Et je ne l'ai pas dit, la PA, c'est une association, loi 1901. J'ai peut-être une question pour tous les deux. Tu disais tout à l'heure, Thomas, que les vraies révolutions technologiques, c'est quand ça passe dans les usages. Pour passer dans les usages, souvent, il faut arriver à trouver une pérennité, au moins dans le modèle économique. Et on voit bien l'intérêt de ton approche sur vraiment la créativité et l'ouverture de la recherche à tous les citoyens, une inventivité qui devrait exister. Mais comment est-ce que vous assurez ensuite le passage de la vallée de la mort, c'est-à-dire le passage entre un prototype validé, quelque chose qui, a priori, est très très intéressant, beaucoup de potentiel, à ensuite effectivement une société qui se développe sur ces marchés, etc. C'est pour ça que je pose la question 2, parce que Stéphane parlait beaucoup de l'importance de designer le modèle économique. Est-ce que ça fait partie aussi de vos recherches là? Alors, on accompagne en fait les projets jusqu'à un certain niveau. On se définit pas comme un incubateur de start-up. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs start-up à la PAS. Aujourd'hui, on en a à peu près une dizaine, je crois. Et elles sont généralement en fait à un niveau, elles sont très jeunes. Elles cherchent avant tout en fait à avancer sur leur preuve de concept. Et en général, en fait, dans ces domaines-là, contrairement au numérique, il faut attendre un certain temps en fait avant d'imaginer sa véritable offre de service. Voilà, il faut d'abord aussi avancer en fait sur la technologie pour montrer sa capacité à répondre aux problèmes qu'on a identifiés. Donc cette période-là en fait, elle va se jouer en fait à la capacité aussi de l'équipe à convaincre. Voilà, donc par exemple, je peux parler de mon expérience personnelle, puis en plein dedans. Voilà. Donc, on a fait plusieurs preuves de concept en phase de levée de fonds. Et donc, en effet, c'est à chaque entreprise en fait, de pouvoir trouver derrière en fait, ses propres ressources. Il y a tout un écosystème qui permet en fait, d'accompagner aujourd'hui les startups. Voilà, on a Cap Digital en est un. Et il y en a multiples d'autres. Et dans le domaine de la biotechnologie, il y a aussi plusieurs acteurs. Donc, on se voit vraiment plus en fait comme un complément en fait dans une période early stage que en fait un incubateur qui pourrait fournir en fait un accompagnement un peu plus long en fait plus particulièrement en fait sur le développement peut-être économique ou juridique de l'entreprise. Mais après maintenant de ce que je vois aujourd'hui moi dans les domaines que je touche avec la PAS, c'est de plus en plus international et il y a quand même pas mal d'entreprises qui font parfois le choix en fait de se déplacer une fois qu'ils ont trouvé un investissement. Parce que la plupart des investissements en fait, dans ces domaines-là viennent de l'étranger d'ailleurs. Okay. Une réponse à la même question, donc en évitant de faire la même réponse. Parce que je suis d'accord avec Thomas. La proximité entre nos secteurs et ce qu'on dit, parce qu'on dit la même chose, peut-être soit sur des phases de la même révolution successive, soit sur des domaines qui sont des domaines parallèles. Mais c'est que déjà, il est sujet de développer le frottement. Que ce soit, le frottement, les usages. Donc, que ce soit dans le numérique uniquement les usages. Moi, j'étais vraiment marqué aussi par des sujets qu'on a vu dans le domaine de l'approche de la recherche, qui est la recherche plus fondamentale, et la recherche qui est la recherche plus appliquée, plus industrielle, ou par exemple, si vous vous intéressez à un domaine qu'on n'a pas trop abordé ce soir, même si toi tu fais des réacteurs biologiques, c'est par exemple les alliages, les matériaux. C'est qu'il y a une approche en fait de la recherche fondamentale qui, dans la science des matériaux, qui doit vous intéresser ici, veut des matériaux de plus en plus purs.
Là où, typiquement, dans les réacteurs aujourd'hui, dans ce qui sert au Rafale ou même dans les fusées, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est des technologies qui étaient des technologies différentes, qui venaient directement de l'industrie, parce que eux travaillaient sur des matériaux beaucoup moins purs et étaient arrivés à trouver, donc là, pour le coup, moi, je suis ni physicien ni biologiste, mais étaient arrivés à trouver comme ça, dans la fameuse sérendipité, des alliages, des matériaux qui étaient beaucoup plus solides, impurs, que très pur. Et donc on voyait que la recherche était pas dans une impasse, mais était dans une logique qui l'empêchait en fait d'arriver sur ces domaines. Et moi je vois ce foisonnement, ce frottement, il vient des usages, il vient du croisement, et qu'un lieu hyper heureux comme la Paillasse, et tu as rappelé qu'il y en avait d'autres, il y en a dans plein de domaines, donc pourquoi pas l'architecture, c'est justement l'occasion de frotter, de croiser. Alors après, il y a deux phases. C'est-à-dire que ce que disait Thomas et votre question, c'est cette fameuse vallée de la mort, c'est que souvent, en fait, il faut lever de l'argent pour la passer. Et qu'on a affaire à des modèles qui sont des modèles qui ont ce côté, et je vais peut-être être un tout petit peu moins positif, mais comme tu n'étais que positif, et je suis d'accord, je vais l'être peut-être un tout petit peu moins, ça m'y oblige ou bien vite, c'est que aussi l'enjeu de ces modèles économiques est souvent de refermer une technologie. C'est ce qu'on voit systématiquement dans le numérique et je pense que c'est ce qu'on voit inéluctablement dans le biologique. Donc souvent la personne qui va investir et qui va faire le pari en fait justement sur le passage de cette vallée de la mort fait le pari sur des séries qui sont des séries statistiques, parce qu'aujourd'hui pour être investisseur il ne faut pas investir sur un projet et se dire c'est comme jouer au loto quoi. On a une chance sur quoi, sur 100 000. Donc il faut vraiment investir sur beaucoup de projets, quelques dizaines, quelques centaines sans doute plutôt, et de façon à avoir et puis que le pari, c'est que ça devienne soit un standard dans le numérique. Typiquement, Google adore les données ouvertes, c'est-à-dire qu'ils sont à fond pour l'open data. Si vous demandez à avoir accès aux données de Google, bon courage. Donc il y a cette logique, et je pense que les laboratoires sont... Faut pas faire de procès d'intention. Je pense qu'ils participent et par rapport à ce que j'entendais peut-être aussi de votre question, madame, c'est que tout de même il y a des laboratoires qui financent la Paillasse aujourd'hui, donc et qui contribuent de façon généreuse à son objet, qui financent et puis qui eux continuent à avoir leur modèle. Alors peut-être en espérant, je crois pas que ce soit ça, de façon un peu prédatrice, pouvoir récupérer le projet au bon moment, mais je leur ferai même pas ce procès d'intention non plus, mais qui simplement imaginent que justement ils participent à développer cette espèce de la base de la pyramide, les fameuses milliers ou centaines de milliers de projets, de façon à ce qu'à la fin il y en a quelques-uns, et puis d'aller chercher dans les coins et les zones d'ombre. Justement par rapport aux personnes qui viennent travailler dans un Paillasse, des laboratoires, etc. Parce que finalement ils viennent avec des idées et peut-être des compétences qui sont acquises, c'est inéluctable, c'est bien ça, je connais des formations, je peux pas échanger de façon aussi libre que ça, finalement, pour se présenter, sachant d'ailleurs que les enjeux aussi, et finalement, pas le droit de discuter de tout. Alors, vous n'avez aucune contrainte à part le règlement intérieur qui demande à ce que vous sachiez utiliser une machine, et si c'est pas le cas, on essaie de vous apprendre. Voilà. Mais non, il n'y a aucune contrainte de discussion. Vous pouvez parler de ce que vous voulez. On ne doit rien à personne. Je veux dire, on a vraiment construit en fait le lieu comme ça. Il y a des cadres, en fait, il y a des programmes dédiés dans lesquels en fait on fournit des ressources uniquement dans le cadre de ce programme-là. Et là encore une fois, en fait, ces programmes on les construit en fait pour qu'il y ait un maximum de liberté. Donc dans le cadre d'Epinemium, voilà, on donne sans limite en fait d'usage en fait plusieurs types de ressources. On donne accès aussi au lieu en fait gratuitement au moins une fois par semaine pour que les équipes puissent se réunir. Voilà, c'est vraiment, au contraire en fait, on est encore dans une étape d'expérimentation où on essaie plutôt en fait d'essayer de regarder en fait comment ces communautés en fait interagissent les unes avec les autres pour au fur et à mesure en fait optimiser des process qui favoriseront en fait ce type d'échange. Donc par définition en fait on ne met aucune contrainte. Ouais. Permet du coup, c'est moi. Un jour, c'était l'année dernière, il faisait beau, c'était un mai, je crois, un samedi après-midi. Je me baladais avec mon copain Clément, qui est voisin de la rue Saint-Denis, et on est rentré à la Paillasse.
J'avais entendu parler parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Les tiers-lieux, je les connais. Puis là, j'avais séché peut-être pendant quelques mois de visite et je suis rentré un samedi après-midi. Je suis tombé sur Thomas. Je suis rentré. Moi, c'est ce qui m'a le plus marqué. C'est et je sais pas combien de temps cette utopie en vrai marchera, mais c'est que effectivement on entre dans le laboratoire, tout est ouvert, on peut parler à n'importe qui. C'est côté un peu, moi ça m'a vachement étonné parce qu'il y a des trucs où il y a marqué interdit, chimie, vous savez, les signes qui font peur, là, les trucs un peu comme. Et puis bah, c'est là, donc je me dis, bah, si j'étais vraiment méchant, j'aurais pu rentrer, je sais pas, faire. Et ça marche. Et c'est ça aussi la beauté d'un lieu dont je pense, mais que. Et là encore, hein, j'espère que. Je pense que ça ne dure pas. Enfin, et c'est pas du tout. Rien ne dure. Non, mais c'est qu'en fait, j'espère qu'un jour un autre viendra et qu'il faut que ces lieux évoluent. Donc en fait, il faut aussi savoir. C'est comme les bons restaurants ou les boîtes de nuit. Enfin, je pense qu'il faut savoir aussi à un moment savoir saisir. Et c'est ça la ville. Et ça continuera aussi dans ces espaces à exister. C'est que je pense que même si Thomas invente quelque chose qui va durer, je pense qu'il va forcément à un moment passer ailleurs parce que c'est extrêmement dur en fait de maintenir ce qu'ils ont fait, parce que ce que racontait Thomas aussi, c'est que ça s'est construit avec des personnes qui ne se payaient pas, qui faisaient ça nuit et jour et sauf je vois pas comment est-ce qu'on peut vivre comme ça les mêmes pendant 10 ou 15 ans, donc ça suppose justement l'enjeu pour nous a été de faire cette transformation d'un modèle basé sur la gratuité et le bénévolat. On a commencé à payer les gens à la PAS il y a seulement 1 an, tout juste. Voilà. Et aujourd'hui, on a à peu près une dizaine de personnes rémunérées tous les mois au sein de l'équipe de la PAS. Donc ça a quand même bien évolué. Mais c'est vrai que notre enjeu premier, c'est de conserver l'âme, en fait, les racines. Mais en même temps, elles sont tellement fortes. On a vécu une telle histoire, en fait, avec ce squat et toute l'aventure, en fait, communautaire et tous ces bénévoles qui se sont investis, que on a une charge, en fait, émotionnelle très forte qui sert de filtre, en fait. Et donc, on est extrêmement indulgent, en fait. Intransigeant plutôt, face aussi à nos partenaires et qu'ils acceptent en fait notre philosophie. Voilà, donc on est vraiment dans un process, on essaie de tracer un sillon et d'explorer le plus possible, le plus profondément possible, jusqu'à ce qu'on tombe sur une pierre et on la détourne. Mais en effet, comme tu dis, le projet de la PAS a eu besoin de se réinventer aussi plein de fois. Parce que ce qu'on vivait à un moment donné, en fait, pouvait plus s'adapter au modèle qu'on voulait construire. Et donc c'est tout l'enjeu, en fait, c'est au fur et à mesure, en se transformant continuellement, de garder quand même cette âme de liberté et d'ouverture le plus largement possible. A priori, on y est arrivé assez bien pour l'instant. On espère que ça va durer longtemps. En tout cas, à partir du moment en fait, où ça ne durera plus, j'espère que quelqu'un sera là pour nous donner une claque. Mais pour l'instant, là, ça se passe bien. Mais en effet, faut pas non plus être utopique. Est-ce que vous évaluez les risques d'une démocratisation du biohacking, justement? Parce qu'on voit ce que ça donne en informatique. Si tout le monde a accès à une telle technologie, et vous en êtes le porteur de cette démocratisation, c'est quand même bon. Est-ce que je peux simplement vous demander, puisque c'est la question pour Thomas, mais de spécifier quand vous dites on voit tout ce que ça donne en informatique, au numérique, c'est-à-dire ça donne un accès à vos comptes, par exemple, à des hackers. Je veux dire, votre carte bancaire, je suis sûr que vos anciennes cartes bancaires, on peut trouver dans les listes. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des risques énormes liés à ça. Est-ce qu'on s'en rend compte? Je veux dire, j'ai pas envie de rejouer la jetée de Chris Marker ou l'armée des 12 singes, mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là qui me fascine. Moi, j'adore cette utopie. Vous parlez d'utopie depuis tout à l'heure, mais je reste là à me demander si voilà, ce modèle-là. Alors, il se trouve que c'est une très bonne question et j'en profite pour faire un teaser. J'ai mis vos génomes à tous. Mais mieux que ça, en fait, je vous ai tous déjà contaminé avec un virus mortel. Voilà. Et demain, je vais lancer une campagne de crowdfunding avec l'antidote. Donc, je vous invite à participer. Et voilà. C'est probablement le meilleur modèle pour faire une campagne de crowdfunding. Et non, mais évidemment, ça pose évidemment plein de questions et c'est légitime, mais il faut continuellement se les poser. Et c'est pour ça que dans le cadre d'Epidemium, par exemple, on a mis en place un comité d'éthique indépendant
qui en fait donne le cadre en fait d'utilisation de ces ressources et quel type de projet. Par exemple, on ne peut pas utiliser dans le cadre d'Epidemium pour l'instant des données génomiques. Parce que la loi française, on pourrait le faire aux États-Unis, la loi française ne permet pas. Donc on a quand même un cadre régulatoire qui fait qu'on ne peut pas encore tout faire. Et donc on a quand même derrière aussi, on a dans ce comité d'éthique qui fait émerger, on va dire, les grandes valeurs aussi en fait d'Epidemium, des représentants d'associations de patients, etc. Donc dans le cadre en fait de la PAIAS, si vous venez en fait directement vous-même, vous pouvez rentrer dans la PAIAS, vous n'allez pas pouvoir accéder en fait au laboratoire comme ça. Il faut que vous montriez en fait, il faut que vous proposiez un projet, il faut que votre projet soit accepté. Donc on a un comité en interne qui donne son feu vert ou pas. Donc on ne peut pas accepter tout le monde en fait, de toute manière. C'est Je veux dire, notre enjeu pour nous, en fait, c'est pas en fait de jouer non plus avec le feu. Voilà, donc on est dans un cadre en fait qui est aussi on va dire d'hygiène et sécurité similaire à un laboratoire académique. C'est juste que vous n'avez pas besoin d'avoir un PhD pour y accéder, quoi. Enfin, simplement, moi, pour reprendre sur la partie numérique et les extensions qu'on peut avoir sur votre question, c'est qu'il y a des hackers blancs et il y a des hackers noirs. Ok. Donc là, par extension, on a affaire à un biohacker blanc et une bande de biohackers blancs. Donc, le sujet est donc pas tant... Enfin, pour moi, quand on réfléchit à ce problème, il y a aujourd'hui le fait de se dire que cette popularisation, elle pose des problèmes qui sont des problèmes. Et pour revenir à notre sujet premier, qui est celui de la ville, quelle est la gouvernance et quel est l'objet politique en fait de ces choses-là? Parce que c'est vrai que ce qui nous pose question, c'est quel contrôle on a en fait sur que ce soit des gens qui ont une compétence dans l'informatique et dans nos vies à tous et nos cartes bleues et nos communications et les photos de nos enfants et tous ces sujets-là. Et puis là, ça peut être encore plus loin. Et effectivement, on a l'impression que cette compétence, cette connaissance, on n'a pas prise sur elle. Ouais, force est de constater aujourd'hui, c'est un peu ça, moi, ce que je disais tout à l'heure quand j'étais arrivé, je m'étais dit, mais on rentre comme dans un moulin et ils manipulent de toute évidence des choses qui sont, tu vas nous dire que c'est pas dangereux, mais enfin, en tout cas, entre mes mains, ça le serait. Donc, faut faire attention. Donc, quel est le contrôle et comment est-ce que dans la ville on peut avoir des espaces et comment est-ce qu'une paillasse peut être un endroit dans lequel effectivement peut-être il y a la sécurité, peut-être que et comment est-ce que nous démocratiquement on peut. Je pense que derrière ça pose une question qui n'est pas celle qu'on a abordée ce soir, mais qui est celle des écoles. Typiquement, c'est comment est-ce qu'on apprend, et puis comment est-ce qu'on diffuse ces connaissances. Donc mais les deux sujets se rejoignent et j'espère que les villes, justement là, celles qu'on aussi a créées, réussiront à intégrer ces domaines-là. Mais enfin, pour moi, le risque est là, mais il est toujours, il est latent. Il est pas. Je voulais simplement dire que j'ai pas peur. Moi, ma question, c'était beaucoup plus de savoir son impression sur cette démocratisation, parce que j'avais vu l'avènement des biobricks, par exemple, de MIT, où chacun pouvait recevoir chez lui une petite séquence d'ADN. Vous ne pouvez pas la recevoir chez vous si vous n'êtes pas inscrit à la compétition. Donc, mais pour vous donner en fait un contexte, pour parler des choses comme on les appelle du bioterrorisme. Aujourd'hui, le bioterrorisme n'existe pas. C'est vraiment une idée un peu fantasque que d'un seul coup, en fait, quelqu'un va manipuler un virus. Enfin, le seul bioterrorisme que vous pouvez réaliser, c'est éternuer sur votre voisin, quoi. Aujourd'hui, les seuls exemples en fait de bioterrorisme, c'est quoi? C'est le, comment on appelle ça? C'est l'anthrax, quoi. Non, le sarin, c'est chimique, c'est même pas biologique. Ouais. Donc c'est l'ingénierie en fait des agents pathogènes pour s'en servir comme arme. C'est extrêmement complexe. C'est tellement complexe en fait que ça tient presque de l'art que de la science. Encore aujourd'hui, qui fait que si vous êtes un terroriste qui voulait avant tout en fait faire des dégâts psychologiques à une population, vous avez plutôt en fait tendance à acheter, fabriquer des bombes, ce sera plus simple et plus rapide et moins cher certainement que de s'amuser en fait à faire une arme qui potentiellement peut se retourner contre vous assez rapidement, quoi.
Donc aujourd'hui, en fait, le butoirisme, enfin, à ma connaissance, et pour avoir regardé un peu le sujet, il n'y a pas vraiment d'exemple en fait, à donner. D'ailleurs, je vous mets au défi de m'en trouver encore. Bon, ben, c'était très intéressant et on vous invite à boire un verre à côté et continuer la discussion à côté. Merci Anouk. Merci.